Charles Leclerc et Ferrari triomphent donc dans ce Grand Prix des États-Unis et une démonstration littérale, chirurgicale et clinique de la part de Charles Leclerc et de la Skoda Ferrari dans la grande globalité, puisque Leclerc gagne mais Carlos Sainz termine deuxième de ce Grand Prix. Une grosse démonstration avec un objectif commun pour la Skoda Ferrari, à aller chercher le titre constructeur. Ferrari est désormais en train de revenir sur McLaren et également bien sûr dans un premier temps sur la deuxième place de Red Bull Racing. Ferrari est en mission, Charles Leclerc était réellement en une grande mission hier durant le Grand Prix des USA remporté par la Skoda Ferrari, donc par Charles Leclerc. Cette mission elle a été incroyablement réussie par la maîtrise donc de Charles Leclerc, une incroyable maîtrise au niveau de la gestion de course, au niveau de la gestion des pneumatiques. Il n'a jamais été inquiété et un Grand Prix surtout il partait 4ème Baby Choum avec un départ absolument étincelant, exceptionnel, qui l'a mis d'ailleurs premier à la sortie du premier virage. Ah bah il savait pertinemment ce qui allait se passer devant lui à ce départ-là, et je pense qu'inconsciemment on s'attendait tous à peu près à ce qui allait se passer sur ce premier virage. On savait que voilà, en ayant Norris en pole et Verstappen étant deuxième, tu savais que Verstappen allait se jeter à l'intérieur, ce qui par conséquent allait les envoyer à l'extérieur, et Charles du coup a parfaitement lu ça et a pu justement passer premier tranquillement. C'est dommage qu'après Carlos était... Enfin, c'est bien, mais c'est dommage qu'il était un poil trop proche, parce que voilà, du coup ça lui a pas permis de passer comme il l'aurait espéré, mais voilà, départ absolument maîtrisé, et derrière, ça a été une démonstration de gestion, aucune alerte, rien, tout va bien, on gère, le gap se crée gentiment, une course vraiment sans obstacle, à part, forcément, voilà, comme on l'a dit en amont, cette frayeur, moi j'ai cru qu'il allait spin tout seul et que c'était terminé, mais à part ça, propre. Ouais, pour remettre dans le contexte, pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que je viens de l'apprendre, mais Charles Leclerc a failli voir son Grand Prix se terminer, puisque à la fin, au début du 3ème secteur, il a failli se mettre dehors tout seul pendant le Grand Prix, alors qu'il était tout seul devant. C'est assez étonnant. Est-ce que c'est même une question que je pose au chat aussi, mais est-ce que vous êtes étonné de cette perf de Ferrari à ce moment-là de la saison, et plus particulièrement sur le circuit d'Austin, pour remettre dans le contexte statistiquement parlant, Ferrari n'avait pas réalisé de doublé, n'avait plus réalisé de doublé du moins aux États-Unis depuis 2006, depuis Michael Schumacher et Felipe Massa, maîtrise totale de la Scuderia Ferrari qui a su prendre le taureau par les cornes, en parlant notamment de Red Bull et bien sûr aussi McLaren dans le cas. C'était réellement l'écurie la plus forte à Austin dans ce week-end de Grand Prix, parce que même quand tu regardes la sprint, Ferrari semblait nettement, enfin pas nettement dessus, mais semblait réellement dans de meilleures dispositions, et surtout dans des dispositions où en fait ils se sont un peu sabordés en sprint, on va pas se le cacher, mais on sentait qu'au niveau de la gestion des pneumatiques, ils étaient aussi rapides tout en se battant que les pilotes qui étaient devant eux, Lando Norris et bien sûr Max Verstappen. Et c'est là en fait on comprend que Ferrari sur ce week-end de Grand Prix, ils ont réellement été meilleurs en tout point, c'est-à-dire dans la gestion pneumatique, mais également aussi dans leur espèce et dans la stratégie justement. Oui, l'exécution a clairement été parfaite. Maintenant, c'est sûr qu'on s'attendait à ce que la Scuderia Ferrari soit présente pour jouer la victoire. Maintenant, de les avoir vus aussi performants, je m'y attendais peut-être pas. Mais après, c'est dû aussi au travail qui a été fait et aux choix aussi qui ont été faits chez Ferrari ces derniers temps. Où voilà, on nous annonçait des updates pour qu'au final il n'en ait aucune, et que justement on a préféré en fait capitaliser sur ce package là et justement en comprendre le plus possible de cette monoplace pour arriver dès le vendredi en fait prêt, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de grosse, aucune évolution à apporter, et pourtant dès vendredi, meilleur temps soft, meilleur temps hard, rythme en sprint énorme, rythme en course on l'a vu, exécution parfaite, donc là-dessus ça montre aussi que le travail a été fait différemment, mais il a été fait de la meilleure manière possible, parce que si le but par exemple c'était d'apporter les updates dans un week-end de sprint et prendre le risque de ne pas les optimiser, tu pouvais compromettre ton week-end. Là au moins ton package tu le connaissais, et ils avaient un petit peu les clés en main aussi pour savoir l'optimiser, et c'est en ça que la trêve aussi les a aidés, c'est qu'ils ont pu bosser énormément pour optimiser le plus possible ce package là et arriver prêt comme on l'a vu à Austin. Maintenant cette voiture elle a effectivement un petit défaut, c'est les qualifications. C'est à l'inverse en fait, c'est une approche inverse de ce qu'on a vu ces dernières années avec Ferrari, où c'était très rapide sur un tour mais en course ça n'arrivait pas. Et c'est sûr que le choix il est vite vu. Je préfère partir 4ème sur la grille et gagner
après la course que l'inverse. Ouais. Forcément, donc voilà, ça a été une approche différente de développement et de compréhension de la monoplace, et on voit qu'en tout cas sur cette fin de saison, ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, beaucoup parlent, et notamment là à l'instant, toi, des améliorations qui n'ont pas été apportées par Ferrari pour ce week-end de Grand Prix. Alors sache que Fred Vasseur, et sachez que Fred Vasseur, même d'ailleurs dans la globalité, a fait allusion aux conférences de presse juste après le Grand Prix, à des développements qui n'ont pas été révélés sur la SC24 pour Austin. D'ailleurs, il n'exclut pas également l'arrivée d'autres pièces aéro au cours des 2 prochaines semaines. Lorsque nous parlons de mise à jour, nous ne faisons référence qu'à ce que nous disons. Or, il ne s'agit là que d'innovation aérodynamique, mais les performances ne dépendent pas uniquement des surfaces extérieures de la voiture, il faut être créatif. Ce n'est pas parce que nous ne déclarons rien que nous n'apportons rien de nouveau, c'est que ce que nous déclarons, ce sont uniquement les changements apportés aux formes extérieures. Donc, entre Monza, Bakou et Singapour, nous avions progressé bien sûr, mais il s'agissait de circuits atypiques qu'il était plus important de faire ce week-end, justement, de bien faire ce week-end. Si nous avons des options valables, nous ferons de notre mieux pour apporter quelque chose sur la voiture, probablement plutôt à court terme, et pas à Las Vegas et au Qatar. Donc effectivement, la Skoda Ferrari a apporté des choses en interne sur sa monoplace, une meilleure compréhension pour justement être au mieux durant ce week-end de Grand Prix. C'était d'ailleurs une stratégie qui était plus intéressante. Pourquoi ? Parce que la différence de Red Bull, mais également et bien sûr de McLaren, c'est qu'ils ont apporté des améliorations dans un week-end de course sprint. On l'oublie beaucoup, mais apporter des améliorations en week-end de course sprint, des améliorations ne fonctionnent pas d'un coup de baguette magique, d'un claquement de doigts. Il faut les comprendre, les optimiser et ensuite les mettre en bonne situation. Par exemple, les évolutions que Red Bull a pu apporter ou également que McLaren a pu apporter, elles n'ont peut-être pas essentiellement fonctionné à Austin. Par contre, elles pourront très bien fonctionner, Baby Chou, quand elles seront mieux comprises et mieux optimisées pour justement le Mexique ou également le Qatar. Bien sûr, et puis encore une fois, oui, tout le monde n'est pas McLaren cette saison, et il faut faire des choix aussi cohérents, justement, avec ce fameux budget cap aussi. Le package était raté, mais au moins il y avait du potentiel dans cette voiture. Ouais. Et ça a mis le temps qu'il a fallu à Ferrari pour justement redresser la pente, et on voit qu'aujourd'hui ça marche parfaitement bien. McLaren, entre guillemets, je mets les gros guillemets, n'a pas forcément besoin de ça, vu qu'à chaque fois qu'ils vont apporter une évolution à un week-end, ça va directement marcher et du coup on va être directement performant. Ouais. Donc ils s'enlèvent un petit peu ce problème-là. C'est pour ça que du coup, notamment chez Ferrari, il faut réussir à travailler différemment, tout en restant aussi très intelligent sur la façon de faire. Et là-dessus, ce qu'on a vu le week-end à Austin, et il est globalement très réussi, c'est grâce justement à cette méthode de travail. De se dire, bon voilà, on a ça, comment on fait pour l'améliorer ? Est-ce qu'on a besoin forcément d'apporter de grosses évolutions de package aéro ou autre ? Non, contentons-nous de ce qu'on a actuellement et faisons en sorte de le développer de la meilleure manière possible pour qu'on soit les plus rapides possible, tout simplement. C'est ce qu'il disait en fait, c'est que ce package-là en fait était rapide, mais que ça se voyait pas parce que la voiture n'était pas non plus à 100% parfaite pour les deux pilotes. Ouais. Aujourd'hui, on voit que forcément cette voiture est mieux réglée, mieux optimisée. Tu vois Charles et Carlos quand même qui font de très très gros résultats depuis quelques courses. Et c'est pas anodin. Ouais. Et ça se voit justement pour ce Grand Prix. Check Twitter, mais montre. Il y a eu 3 nouveaux ailerons avant qui ont quitté Maranello pour Austin. Très bien. Ok, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Vasseur, lorsque nous parlons de mise à jour, nous ne faisons que. Je sais exactement ce que je viens de dire. Yazoo, on vient effectivement d'en parler maintenant. On parlait justement de rythme de course. Comment ça se concrétise réellement le rythme de course ? On le voit justement ici. Et on voit à quel point justement Charles Leclerc, on le voit là, a été efficace, clinique et chirurgical, notamment par rapport à ce rythme de course et à la gestion des pneumatiques. Et c'est une victoire qui démontre justement toutes les qualités de Charles Leclerc. Hein. Sa gestion de course est l'une des meilleures de cette grille de Formule 1. Non, quand tu lui donnes le matériel nécessaire pour pouvoir faire ce genre de résultat, il y a de grandes chances qu'il t'y emmène en fait à la victoire. Ouais. Et c'est dommage vraiment qu'il y ait eu ce creux en cours de saison, justement sur cet upgrade qui n'a pas fonctionné tout de suite. Parce qu'on aurait eu une toute autre saison. Ouais. Clairement. Et ça montre encore une fois que la saison de Ferrari, au final, elle est dans la globalité réussie et en fait, il faut juste être patient avec cette Scuderia-là. Ouais. Tout simplement, avec toutes les remises toute la hiérarchie qui change, Vasseur qui est là aujourd'hui vraiment à 100% et qui fait un boulot incroyable. Ça montre qu'en fait, que malgré le fait que Ferrari est 3ème,
au constructeur, peut-être deuxième à la sortie du Mexique ou de Sao Paulo, de voir que Charles n'est pas si loin de Lando Norris pour la deuxième place au championnat, tu te dis que globalement la saison elle est réussie de la part de Ferrari en fait. Ouais. Ça aussi qu'il faut retenir, et que voilà, il y a 2 doublés cette saison, c'est la première fois depuis 2017 que ça arrive, il a failli y en avoir 3 à Monaco, donc quand même voilà, ça montre quand même qu'une voiture où tu mets Charles en confiance, ou voire même Carlos, ça peut te sortir de très très gros résultats comme on l'a vu hier. Parce qu'on parle beaucoup de Leclerc, hein, mais Carlos aussi a fait un énorme boulot. Hein. Oui, non, mais bien sûr, le week-end de Carlos a été encore une fois très très solide. Voilà, il faut aussi le mettre au crédit du doublé, hein, clairement. Et ça montre que voilà, c'est un travail qui a été fait depuis des semaines et des semaines sur cette monoplace. Et sans griller les étapes, sans avoir justement de pression de la concurrence, on s'est concentré uniquement sur soi, sur la compréhension de notre monoplace, sans forcément à vouloir chercher à copier à tout prix les autres dans la panique pour tenter de revenir au top. Non, ça a pris le temps qu'il a fallu, en tout cas à Ferrari, pour revenir là, mais ils l'ont fait. Maintenant, faut bien sûr garder Grand Prix d'ici la fin de saison où ce sera plus compliqué de performer comme ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que il faudra compter sur Ferrari sur cette fin de saison pour jouer les premières places, c'est sûr. Et potentiellement surtout le titre constructeur. On va y revenir juste après, bien sûr. Il y a Hicham qui parle notamment de son premier stint. C'est vrai que le premier stint de Charles Leclerc, en moyenne, il est en 1:39 542 avant d'avoir mis les pneus hard. Stratégie, un arrêt d'ailleurs pour ce Grand Prix des USA. Verstappen lui tournait par exemple en 1:40 0:35, donc au-dessus d'une 40, c'est quasiment 5 dixièmes d'écart en termes de moyenne de temps au tour. Le pilotage de Charles Leclerc était exceptionnel, et notamment en termes de stint, il n'a pas fait un seul tour en dessous, à l'exception de son tour d'outlap, mais en dessous des 1:40 Charles Leclerc. Pas en dessous, non mais attendez, vous vous rendez compte, pas un en dessous des 1:40. C'est exceptionnellement incroyable. Vraiment, j'ai une telle maîtrise, et notamment du pilotage et sa machine, hein, du pilote de sa machine. Hein. Ne faire qu'un comme ça, c'est assez rare quand même. Hein. Non, il a été clairement clinique. Hein. On l'a vu en aucune fois, à aucun moment dans la course, il a été inquiété, soit par Verstappen, soit par Sainz qui revenait un petit peu, mais c'était rien. On savait que Charles était en gestion et que le trafic arrivait à ce niveau-là, c'était tout. Mais oui, il était clairement intouchable. L'objectif principal de cette victoire aussi là, c'était de passer premier à la fin du T1. C'est ce qu'il a réussi de façon parfaite parce qu'il savait pertinemment ce qui allait arriver. Devant lui, voilà, victoire amplement méritée. D'ailleurs, Charles Leclerc, pour revenir à lui plus particulièrement, quelques petites statistiques. Charles Leclerc est désormais has also now. Il a gagné 2 courses sur les 4 dernières courses depuis Charles Leclerc. Très intéressant de noter ça. Et même d'ailleurs pour la Scuderia Ferrari, la performance en tant que telle, est-ce que cette domination pour toi, et même pour vous le chat, est-ce que c'est une domination montrant une SC24 dans d'excellentes dispositions et qui montre aujourd'hui qu'elle est, du moins Austin, ça a été la meilleure voiture et de très très loin? Est-ce que selon vous, Ferrari va gagner le titre constructeur? Est-ce que c'est un triomphe annonciateur du titre constructeur? Je rappelle le classement au championnat du monde constructeur, c'est 496 points pour la Scuderia Ferrari, 504 pour Red Bull Racing et 544, donc il y a 40 points d'écart entre McLaren et Red Bull Racing. Donc moins de 50 points d'écart entre la première et la troisième place. Est-ce que selon toi, c'est un triomphe annonciateur d'un titre constructeur? Ce sera pas simple. Ils sont dans la course, mais il n'y a rien de garanti encore une fois. Ce sera une longue bataille d'ici la fin de la saison pour essayer d'aller chercher le titre constructeur. Ouais. Mais alors, effectivement, si les performances restent comme celles d'Austin, il y a des chances que ça se produise, mais je pense pas clairement que ce sera le cas. Je pense qu'on a quoi? Hicham va me le dire, mais je pense qu'on a 1 ou 2 grands prix là sur les 5 ou sur le papier en tout cas, on n'est pas forcément annoncé favori, donc ça laissera quand même peut-être des points à McLaren et Red Bull. La deuxième place peut-être, voire même sans doute. Je pense sans doute, oui. Maintenant, aller chercher McLaren, je te garantis rien, mais en tout cas, Ferrari est dans la lutte. Ouais, MP8, merci beaucoup pour ton 21e mois d'abonnement, merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté, merci beaucoup de soutenir la chaîne. Pour être honnête, moi je pense que oui. Je pense que la Scuderia Ferrari ira chercher le titre constructeur. Une première d'ailleurs, je le rappelle, depuis la saison 2008 de Formule 1. Parce que quand on voit notamment ce Grand Prix des États-Unis,
Alors peut-être que je vais trop vite en besogne, hein. Comme toi, t'es un peu plus mesuré, mais je pense que t'es surtout fan de Scuderia Ferrari et t'as pas envie de... J'ai appris les erreurs du passé. Voilà, bien sûr. Mais c'est juste que quand tu regardes ce Grand Prix des États-Unis, tu vois une maîtrise totale de la Scuderia Ferrari dans sa grande globalité. Une solidité dans les actions, une solidité dans le fait d'être offensif et d'être également d'avoir une solidité également dans toute sa gestion. Parce que la SC24, elle a été absolument étincelante. Et surtout, via ses pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz, mais plus particulièrement Charles Leclerc, vainqueur du Grand Prix des USA, qui a été absolument chirurgical, clinique et surtout intouchable. Gestion parfaite. Pneumatique géré de la meilleure des manières et également un départ de Grand Prix absolument étincelant où il s'est placé premier alors qu'il partait quatrième au sortir du premier virage. Et de ce moment-là, Charles Leclerc était devenu intouchable. C'est pas seulement le fait d'être dans le clean air, c'est surtout le fait que Ferrari était trop forte de tous les côtés. Et si on regarde au classement constructeur, tu as moins de 60 points d'écart entre donc Ferrari qui est 3ème au constructeur et McLaren qui est première. 544 points pour McLaren, Red Bull Racing en a 504 et 496 points pour la Scuderia Ferrari qui est 3ème. De ce point de vue-là, il reste, Hicham nous le dit dans le chat, mais si Hicham ne se trompe pas, il y a 48 points d'écart et il reste 200 points à prendre sur les 5 derniers Grands Prix de cette saison 24 de Formule 1, dont 2 week-ends de course sprint. Et quand tu regardes ce Grand Prix des USA, bah oui, clairement. Parce que en sprint, tu sentais que Ferrari, s'il ne s'était pas saboté, aurait pu aller chercher un meilleur résultat, notamment grâce à la gestion magnifique des pneumatiques. La SC24 est une machine absolument magnifique dans les actions et dans ce qu'elle peut réaliser, notamment sur un ensemble de week-ends de Grand Prix. Et surtout, Ferrari, dans sa globalité, la solidité est très importante. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une telle solidité du côté de chez Ferrari, une telle union. Là, tout fonctionne très bien. Et ce Grand Prix des USA montre clairement que Ferrari, quand un week-end commence, enfin pas comment dire ça, mais quand un week-end est bien amorcé par rapport à la Scuderia Ferrari, quand il y a une parfaite exécution, Ferrari n'est pas prenable. Ferrari est imprenable. Et c'est ça en fait là où je vais appuyer, c'est que si Ferrari réitère ce qu'ils ont fait à Austin, mais sur tous les autres Grands Prix, ils seront intouchables. Que ce soit par McLaren ou que ce soit par Red Bull, où je trouve que McLaren a quand même déçu sur ce Grand Prix des États-Unis, on en reparlera, mais ils ont quand même beaucoup déçu McLaren sur ce Grand Prix des USA, comparé à Ferrari qui a été étincelante. Et c'est pour ça que je pense que Ferrari ira chercher, à mon sens du moins, la Scuderia Ferrari ira chercher ce titre constructeur à la fin de ce 24 de Formule 1. J'en suis intimement persuadé, tellement c'était fort aux États-Unis. Je suis trop enjoué. Ouais, notez bien, si c'est Alex qui le dit, du coup Ferrari sera pas champion constructeur. Et il va même se faire attraper par Mercedes. Non, faut pas déconner non plus. Mais après, justement, oui, en fait, si tu veux, cette victoire-là, elle résume aussi un petit peu la saison de Ferrari, dans le sens où même les Grands Prix où ça n'allait pas, Ferrari a toujours eu les résultats à la pointe de leur performance, au maximum qu'ils pouvaient faire, en fait, sur chaque week-end de course. Il y a des Grands Prix où, oui, McLaren et Red Bull étaient clairement intouchables, mais Ferrari arrivait souvent justement à se mettre derrière et justement à aller glaner le plus de points possible. Pareil, quand c'était la période faste de Mercedes, Ferrari était là justement pour prendre le plus de points possible. Ouais. Et c'est là-dessus que c'est important. Et quand on voit justement tout le travail qui a été fait cette saison, hors pilote, hein, je veux dire, par exemple, tu vois, tu prends Vasseur, tu prends aussi les recrutements en interne, tu prends le chef stratégiste, justement, voilà, on voit qu'aujourd'hui au stand ça ne panique plus, les arrêts sont bons, les stratégies sont top. Il y a plus de panique en fait. On communique avec les pilotes, savoir tu veux quoi, le plan B, plan C, sur quoi tu veux partir. Bref, il y a un calme, il y a une sérénité et on ne regarde plus les autres. Ouais. On ne regarde plus les autres. Et du coup, ça amène une certaine aussi confiance et de se dire que ce doublé qu'il y a eu à Austin, au final, c'est pas forcément un hasard, c'est le résultat de tout le travail qu'il y a eu en fait cette saison. Bien sûr. Et que même pendant la période difficile où tu faisais les résultats en deçà des 5e, 6e places, ça a compté énormément justement pour avoir cette performance que tu as aujourd'hui et de travailler sur un package où tu apportes très très peu, voire pas d'amélioration et de savoir quand même rester performant face à tes concurrents directs qui eux en amènent. Ça montre justement cette force de Ferrari aujourd'hui et c'est de bon augure, même si à la fin de la saison il n'y a aucun titre qui revient à Ferrari,
c'est de bon augure pour une bonne préparation, je trouve, en tout cas pour 2025, et être prêt dès le premier Grand Prix. Ouais. Et bon, pour rebondir par rapport au nombre de points précis, parce que ça a été confirmé dans le chat, c'est pas 200 points qui sont à prendre de manière restante sur cette fin de 24 de Formule 1. Il reste dans la globalité pour Ferrari potentiellement 250 points à prendre, que ce soit pour les courses principales, mais également pour les courses sprint, parce qu'il reste 2 week-ends de courses sprint sur les 5 derniers Grands Prix de cette 24 heures de Formule 1. Et s'il reste effectivement 250 points à distribuer, et comme le dit très bien Choumi, je lis son commentaire parce qu'il il résume tout parfaitement, si Ferrari a encore cette même voiture compétitive à Austin sur les autres Grands Prix, capable d'extraire effectivement tout le potentiel et de maximiser les résultats, alors Ferrari peut réellement prétendre à devenir champion du monde. Et c'est en tout cas à mon sens que je pense que Ferrari ira chercher ce titre mondial par rapport à Red Bull et McLaren qui, des deux côtés ça fait des erreurs, mais Ferrari quand ils ne font pas d'erreurs, à la différence, regardez par exemple, McLaren quand ils ne font pas d'erreurs, ils gagnent pas par exemple des Grands Prix. Parce qu'à Red Bull, où il y a Verstappen. Mais quand Ferrari ne fait pas d'erreur, imprenable. C'est ça en fait la différence à mon sens qui peut faire la différence. On est passé de saison où on se rappelait plus des conneries faites, que ce soit au pit, que ce soit en piste, tout ça, que des bonnes performances. Cette saison, il y a très peu de ratés. Ouais. Franchement, sur la compétition, il y a très très peu de ratés sur l'exécution des courses. Donc là-dessus, on peut retenir qu'une saison en fait solide, malgré une saison un petit peu en vague. Mais la saison de Ferrari, en tout cas, pour moi, elle est bonne. Elle est réussie, en tout cas. Sur le plan de la reconstruction, c'est une bonne base pour la suite. Donc c'est pour ça que je la considère en fait comme réussie, quoi. Même s'il n'y a rien à l'arrivée, tout simplement. C'est justement le point où je voulais aller, c'est de la Scuderia Ferrari en cette saison 2024 et ce week-end à Austin. Parce que c'est là aussi où on peut voir justement à quel point cette Scuderia Ferrari est fantastique, parce que la saison de Ferrari en 2024 est absolument étincelante, parce que Ferrari, avec cette victoire à Austin, englobe beaucoup de statistiques montrant peut-être l'une des meilleures saisons de l'ère moderne, on va dire ça ainsi, de la Scuderia Ferrari en Formule 1. Ferrari, cette saison, c'est 4 victoires. 4 victoires, c'est-à-dire 3 de Charles Leclerc et 1 de Carlos Sainz, c'était en Australie. Leclerc a quand même remporté Monza, Monaco et également Austin, avec un doublé justement, un deuxième doublé de la saison, donc justement à Austin, qui est une première depuis 2017, si je me trompe pas, de voir Ferrari faire 2 doublés dans une seule et même saison. 55 points en un seul week-end de Grand Prix, puisque c'était un week-end de course sprint, c'est une moisson de points qui a été réalisée justement par la Scuderia Ferrari. Domination totale, on l'avait dit, bien évidemment, de Charles Leclerc et de Carlos Sainz en termes de rythme de course. Les deux pilotes étaient intouchables, plus particulièrement Charles Leclerc parce qu'il a remporté ce week-end de Grand Prix à Austin. Et puis aussi du point de vue constructeur, et justement on en parlait, mais 3ème au championnat constructeur, à 8 points seulement de Red Bull Racing et à 48 points de McLaren. Le prochain Grand Prix sera bien évidemment au Mexique, mais ce qui montre réellement que Ferrari est en excellente santé. Et bien sûr, je le disais, à mon sens, Ferrari a de grandes chances d'être titré champion du monde constructeur de Formule 1 à la fin de cette saison 2024 de Formule 1, par rapport à tout ce qu'ils ont accompli, par rapport à leur manière de travailler, par rapport à cette solidité qui a surtout été apportée par cette nouvelle culture qui est arrivée grâce à Frédéric Vasseur, puisque je rappelle que Frédéric Vasseur, depuis qu'il est arrivé en 2023, c'est 5 victoires avec la Scuderia Ferrari. C'est quand même important de le noter. La cohésion est maximale dans le groupe grâce à l'arrivée de Frédéric Vasseur, qui amène une solidité, une lucidité et une force d'action et une force de frappe absolument étincelante, notamment au niveau de sa gestion des pilotes, notamment surtout par rapport à Carlos Sainz, parce que Carlos Sainz par exemple part à la fin de cette saison. Et ça va, il fait pas trop de vagues, Carlos Sainz. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un patron aussi qui gère très bien la situation et qui gère parfaitement la gestion des pilotes entre Carlos Sainz, pilote sortant, et celui qui reste, le futur leader de Scuderia Ferrari, aux côtés de Hamilton. On verra bien sûr dans le statut, mais la gestion est parfaite entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, grâce certainement à Frédéric Vasseur qui manie parfaitement du moins ce côté-là. Exactement. C'est exactement ça. Tout simplement, et c'est de bon augure en fait clairement pour 2025. Il faut continuer sur cette bonne dynamique-là. Et j'ai confiance en Vasseur justement pour que cette dynamique-là continue et qu'on soit toujours dans l'esprit du faire du mieux possible avec ce qu'on a sans s'occuper des autres. Et ça, pour moi, c'est un credo qui est très important et c'est ce que Vasseur arrive à faire de façon incroyable. Il arrive à ce que tout le monde travaille en osmose sans qu'il y ait de ragots en fait à droite à gauche et de bordel en fait comme il y en avait dans le passé. Et justement, il a réussi à amener ce calme, cette sérénité et cette clutchitude. Tu vois, ça fait longtemps que tu avais entendu ce mot. Ah, ce fameux clutchitude, ce mot qui a été inventé pour George Russell. C'est ça.
chez Ferrari aujourd'hui. Ouais. Et surtout, en plus, pour la petite info, Leclerc a autant de victoires que Norris cette saison. Et c'est que j'allais venir aux statistiques de Leclerc. Parce que est-ce que t'es d'accord si on peut dire que la saison de Charles Leclerc, du moins avant ce Grand Prix des USA, était un peu sous-cotée? Elle était un petit peu sous-cotée, oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que, en fait, il y a. C'est juste qu'elle a pas réussi à être au top en fait toute la saison. Donc on s'est dit qu'il y avait des hauts et des bas. Et alors qu'en fait, même quand il est dans des bas, Leclerc fait un énorme taf. Hein. Voilà, il y a eu quoi? Il y a eu Canada, Grande-Bretagne, ok, next. Mais le reste, globalement, je pense qu'en fait, c'est la saison, pour moi, jusque-là, une des plus abouties de Charles Leclerc en Formule 1. Exactement. Et qu'enfin, je pense qu'aujourd'hui, il a les armes pour être à la lutte pour le championnat du monde. C'est-à-dire qu'il ne fera plus les erreurs qu'il a faites en 2022, notamment, comme il avait fait à Imola ou ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une potentielle lutte en 2025 pour le titre, il sera prêt. Et il arrivera clairement préparé pour ça. Ouais. Bah je suis totalement d'accord. Pour moi, Charles Leclerc en 2024, c'est sa meilleure saison en Formule 1. Notamment, ça se vérifie statistiquement parlant. Alors dans l'état d'esprit, je suis d'accord avec toi, ça se montre. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas du côté de la Scuderia Ferrari. Mais pour Charles Leclerc en particulier, cette saison elle est absolument étincelante. Rendez-vous compte que donc, avec cette victoire à Austin, c'est sa 3e victoire dans cette saison 24 de Formule 1. Il y a eu Monaco, il y a eu Monza et il y a eu donc Austin avec une domination sans partage. Au-delà même de tout ça, il y a quand même eu 3 pole positions pour Charles Leclerc, avec 6 premières lignes au total en séance de qualification qui ont été cherchées par Charles Leclerc. Il y a eu 10 podiums depuis le début de saison 24 de Formule 1, 16 top 5, 14 top 4, et notamment en course, il est sur un 11-5 vis-à-vis de Carlos Sainz, et même dans l'état d'esprit, alors mathématiquement parlant, Charles Leclerc est toujours dans la lutte pour aller chercher le titre de championnat du monde pilote, de champion du monde pilote. Est-ce qu'il ira le chercher? Ça s'annonce quand même extrêmement compliqué. Par contre, il est le grand artisan du fait que Ferrari puisse être aujourd'hui dans d'excellentes dispositions pour aller chercher justement le titre constructeur. Et même une statistique qui est importante mathématiquement, je veux dire du moins, par rapport au nombre de points pris par Charles Leclerc depuis la trêve estivale. Eh bien, sachez que Charles Leclerc est le pilote ayant pris le plus de points, ayant enregistré le plus de points depuis la trêve estivale, à égalité avec Lando Norris, qui a aujourd'hui la meilleure voiture de la grille, ou du moins la voiture la plus polyvalente de cette saison 24 de Formule 1, la voiture la plus complète. Charles Leclerc, avec une voiture moins forte que Lando Norris, réussit à être au même nombre de points enregistrés, 98 au total, depuis le retour de la trêve estivale. Cette statistique-là montre à quel point Ferrari fait un excellent travail. Leclerc est en confiance, et en excellente confiance, parce que ce que tu fais Austin quand t'es chirurgical clinique comme ça, faut être réellement confiance, pas seulement en la voiture mais en l'équipe tout entière. Il y a aussi le fait qu'il y a aussi un Ravingen, j'allais y venir effectivement, qui est arrivé au niveau de la stratégie du côté de la Scuderia Ferrari, qui a remplacé Iñaki Rueda, et de ce fait là ça a remis beaucoup plus de solidité et aussi également beaucoup plus, j'ai envie de dire, de confiance dans les actions qui sont prises. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, du fait est qu'aujourd'hui dans la stratégie Ferrari va mieux, et Charles Leclerc, par cette stratégie qui est instaurée, peut performer et peut être justement en très très grande confiance. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, Ferrari, dès qu'ils sont devant capables de jouer la win, sont à craindre. Ouais. Sont clairement à craindre. T'as l'impression, durant cette saison, où Verstappen, des fois, quand il était en 2v1 face à McLaren, pouvait quand même s'en sortir. Et que tu vois qu'aujourd'hui, si Verstappen est face à 2 Ferrari, elles vont réussir à être plus offensives que lui justement pour le sauter. Ouais. Là effectivement il n'y a pas eu trop de difficultés sur le Grand Prix d'Austin pour que Carlos aille sauter Verstappen. Il y avait juste besoin d'un petit peu de patience, malgré en plus le fait que Carlos a eu des petites alertes en début de Grand Prix sur sa voiture. On a eu très peur, ça aurait été vraiment pas mérité en plus mais le truc c'est qu'on l'a géré, je trouve, avec un calme mais olympien. En fait il y avait on s'est pas affolé. Carlos insistait effectivement que oui ça sent l'essence, mais
tu vois, sur Murray, on s'est dit, oui, t'inquiète pas, on est au courant du problème, on est dessus, on va trouver une solution, on va le régler. Et pendant ce temps-là, en plus, voilà, problème réglé, il perd pas trop de temps face à Verstappen. La stratégie derrière, elle est parfaite pour sauter Max, et ça fait 1 et 2 tout simplement. Ouais, au Mexique, je le dis. Vas-y. Est-ce que McLaren aurait pu faire ça? Je sais pas. Ouais, je pense que ça aurait été plus dans le bazar. Au Mexique, je le dis, le fait que Ferrari ne soit pas fort en qualification, ça va peut-être même être un avantage. Tu as raison de le dire, Tingso. Hein. Parce qu'être en pole position au Mexique, c'est pas forcément un avantage. C'est plutôt un désavantage. Ah, pour le T1, en fait, tant que t'es pas à côté de Perez, ça va. Ouais, après... voilà, on sait pas. Ferrari a fait beaucoup de progrès sur la stratégie et ça c'est top, c'est clair. Ferrari énorme, grâce à Frédéric Vasseur, bien sûr. Et puis il y a un autre pilote dont il faut qu'on parle aussi également, c'est Carlos Sainz. Hein. Gros travail de Sainz dans ce week-end de Grand Prix. Alors ça s'est beaucoup battu, il faut le dire, du côté de la sprint. Ça s'est peut-être un petit peu sabordé. On va dire ça ainsi. Mais dans la finalité, Sainz fait un énorme week-end de Grand Prix aussi. Hein. Oui, il fait un très bon week-end à Austin. Mais après, je pense, tu vois, avec le recul, du coup, après que la course soit passée et forcément le résultat qu'on a eu, au final, le fait de s'être foutu sur la gueule en sprint fait que ça a canalisé aussi énormément de choses. Ça a mis aussi les choses en clair pour la course. Ouais. Et du coup, se dire, bon bah voilà, tu vois, on s'est bien battu, il y a une belle bataille, tout ça. Bon, malheureusement, ça a peut-être coûté la victoire pour... Bon, c'était plus à l'avantage de Carlos pour la sprint à ce moment-là le samedi, peut-être plus une victoire pour Carlos en sprint, mais voilà, là on s'est dit, bon bah si on fait les choses correctement, on fera un et 2 sans forcer, on va mettre notre énergie au service de l'écurie, et je pense que voilà, c'est clairement ce qui s'est passé. Ouais. Et tout simplement, et ça a mis de la rage en fait aussi à Carlos qui a réussi à rester deuxième sans trop forcer lui non plus. Donc c'était le plus important. Maximisation des points. Tout a été maximisé par Skoda Ferrari. Leclerc, 3ème au championnat du monde constructeur avec 275 points. Il revient par ailleurs à 22 points, si je ne me trompe pas, de Lando Norris. Piastri, 4ème. Sainz, 5ème donc avec 215 points. Il est pas si loin non plus de Verstappen, Leclerc, je ne sais pas, mais il reste 5 Grands Prix. Il y a plus de 200 points à aller chercher, 250 points pour être précis. Enfin, plus de 200 points, ça va pas être facile, mais on verra. En tout cas, Verstappen a augmenté son avance à 57 points sur Lando Norris. Du moins pour Ferrari, la démonstration, la perfection, l'excellence de la Skoda Ferrari pour aller remporter donc ce Grand Prix des USA avec un doublé donc de la Skoda Ferrari. Et on verra comment ça se passera au Mexique, mais clairement là, c'est un énorme coup de massue qui a été envoyé à la concurrence par Ferrari, justement.